Alors bonjour et merci de participer à cette conférence qui s'intitule Vieillir en santé, l'ABC, la santé osseuse et musculaire. Alors moi je me présente, je suis Liane Dussault, responsable des services au service des membres de l'ANRF et je suis accompagnée par ma directrice générale adjointe de la section d'Outaouais, Lynn McCarriger. Et puis, nous avons aussi Sylvie Poulain, qui est nouvellement arrivée dans notre équipe et qui devient la responsable des services des membres à partir du 1er mai. Alors, pour moi, c'est ma dernière visioconférence avec vous, mais ça m'a fait plaisir d'être parmi vous au cours de cette année. Alors, comme je vous ai dit, la visioconférence est enregistrée et vous pourrez la rediffuser en allant sur notre site web. Je veux aussi que vous preniez note que nous allons vous envoyer un sondage je vais vous demander de compléter. À la fin de la présentation, on va vous envoyer ça par courriel. Puis, c'est très important pour nous de connaître votre niveau de satisfaction de la visioconférence, mais aussi de savoir quels sont les sujets que vous aimeriez, que vous seriez intéressé à voir dans les visioconférences futures. Alors, au cours de la présentation, si vous avez des questions, vous allez utiliser le chat en bas à votre écran et les conférenciers pourront répondre à vos questions à la fin de la présentation. Alors, pour terminer, je me permets de vous présenter Dr. Bélanger, Charles Bélanger. Docteur Charles Bélanger, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour? Ben oui, absolument. Donc, bonjour à tous et à toutes. Très content d'être ici ce matin là, pour faire une belle présentation. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Là, on a quand même beaucoup de matériel pour vous aujourd'hui pour essayer de vous éduquer là, un petit peu plus sur la santé osseuse et musculaire. Donc, moi, là, petit background rapide. Oui, je suis chiropraticien de formation, puis je suis aussi copropriétaire là, chez ABC Clinique Santé à Gatineau. ABC Clinique Santé, c'est un regroupement là, de cliniques de soins de santé interdisciplinaires, donc qui regroupe là, des services là, en santé physique, en nutrition, en santé mentale. Je suis copropriétaire là, de la succursale de Gatineau. Puis, je suis clinicien là, au quotidien, donc j'aide les gens avec leurs petits et leurs grands bobos. Puis, je suis accompagné là, de mes deux collègues que je vais laisser se présenter, donc Jasmine et Guillaume. Mais pour continuer, je voudrais vous souhaiter la bienvenue aux membres de l'ARO, parce que c'est une première. Nous avons invité aussi les membres de l'Académie des retraités de l'Outaouais qui sont avec nous, les retraités, avec les membres de l'association. Donc, merci de participer à notre première visioconférence. Alors, à toi, Jasmine et Guillaume, si vous voulez bien vous présenter à votre tour. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est bon matin à tout le monde. Moi, c'est Jasmine. Je suis nutritionniste, diététiste à la clinique de Gatineau, mais aussi pour les services virtuels pour toutes nos belles cliniques ABC Clinique Santé. Puis bonjour à tous, moi c'est Dr Guillaume Couserrois, je suis chiropraticien également comme Charles et copropriétaire à la clinique de Gatineau. On forme, c'est ça, notre belle équipe ici en personne pour pouvoir aider les gens dans leurs différentes problématiques. Super. Voulez-vous qu'on commence tout de suite la présentation? Avez-vous d'autres choses à dire là, avant qu'on Non, c'est commence? parfait. Alors, on peut aller de l'avant. Merveilleux. Alors, bonne visioconférence. Super. À tout moment, si jamais vous, tu sais, vous vous entendez pas bien ou quoi que ce soit, là, juste nous faire signe. Moi, je vais m'occuper de changer là, les diapos. Fait que Guillaume et Jasmine, si jamais je voyais que ça change pas, vous me le dites, parce que moi, je suis comme dans une autre vision des choses. Fait que ça se peut que je vois peut-être pas la même chose que vous en temps Parfait. réel. Je pense que oui, là, mais parfait. Super. Est-ce que Euh, la slide a changé, Guillaume? non, tu peux changer, ça ne doit pas changer. OK, bon, c'est bien bizarre. C'est Euh, bon. Ah, tu peux revenir de une. Ouais, parfait. Donc, au menu aujourd'hui, en fait, premièrement, on va commencer par vous parler de trois principales conditions qui peuvent avoir un impact justement au niveau du vieillissement. Après, on va parler un peu plus des habitudes de vie clés pour la gestion puis la prévention de certaines conditions. Et on va terminer dans le fond avec des conseils pratiques appliqués dans votre quotidien, notamment en matière de nutrition et autres.
peut changer, Charles. Ça n'a toujours pas changé? Non. C'est même ça. Là, OK, ça a parfait. changé? Ouais, tu peux continuer encore, là. Donc, on va commencer avec l'ostéoporose, la sarcopénie et l'arthrose. En fond, trois conditions un peu plus classiques qu'on retrouve avec le vieillissement. Donc, la première condition, c'est vraiment l'ostéoporose. Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie, dans le fond, qu'on retrouve au niveau des os comme tel. C'est une maladie qui est métabolique, mais progressive. Puis ce qu'on se retrouve à avoir, c'est une diminution de la densité minérale osseuse qui se fait graduellement. Ce qu'on veut signifier par diminution de la densité minérale osseuse, c'est qu'il y a un déséquilibre qui va venir à se créer avec le temps entre la formation et la résorption de l'os, ce qui fait en sorte que progressivement, l'os va être capable de tolérer de moins en moins de charge et de résistance et donc va devenir, si on veut, de plus en plus fragile. Donc, cette capacité va être un peu plus euh, diminuée. Oui. Guillaume, on ne voit pas le PowerPoint, hein? Est-ce que vous avez partagé votre document? Si on a partagé le PowerPoint dans le chat, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous l'avez pas? C'est parce que moi, je ne le vois pas. Est-ce que tout le monde voit le Euh, document? Est-ce que vous Oui, voyez la oui, présentation? Oui, moi je oui, vois bien oui. l'écran Moi, aussi. je le vois également, puis c'est pas de mets-le pas dans le chat, c'est pas ça, mais oui, on voit. Moi, je vois Est-ce que vous avez l'ostéosporose. arrêté de le voir à un moment donné ou OK. Moi, je ne le vois pas du tout. Là, je veux m'assurer que tout le monde le voit, mais moi, Ouais, je je le pense vois. que tout le monde semble écrire dans le chat qu'il le voit bien, là. Donc, C'est bien la diapo ostéoporose, c'est ça? Oui, oui, exact. exact. Grise? Oui, je la vois. Je vais vous laisser Parfait. savoir si jamais on la voit plus, OK? Excellent, parfait. Donc, Charles, tu peux changer tes diapos. Donc, les principaux facteurs de risque en lien avec, dans le fond, l'ostéoporose, premièrement, il y a la sédentarité. Ensuite, on trouve un IMC qui va être bas. Une carence en calcium, en phosphate et en vitamine D, qui sont les trois principaux composants, dans le fond, des os. Ça, je vais laisser Jasmine en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a le sexe féminin, la ménopause, le tabagisme et les troubles du sommeil. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'ostéoporose va dépendre aussi du pic pardon, de masse osseuse chez les gens. Donc, pour les os, mais également pour tout ce qui est les autres tissus dans le corps, donc que ce soit les muscles, les ligaments, les tendons, le corps va venir à créer une adaptation qui va être spécifique à la demande qu'on va lui imposer. Donc, si quelqu'un va utiliser beaucoup ces différentes articulations, ces muscles, ces tissus, le corps va venir à s'adapter, devenir de plus en plus résistant et résilient et donc être capable de résister à plus de charges. Donc, on retrouve ce phénomène-là de notre naissance jusqu'à environ la trentaine, dans laquelle, dans la trentaine, on va atteindre un pic de masse osseuse. Par la suite, ce pic-là va venir à diminuer graduellement plus on va vieillir. Si on reste actif, on utilise nos articulations, on utilise nos tissus, on va revenir à réduire la progression, ben, en fait, la diminution comme telle de la masse osseuse. Fait qu'on fait un processus qui va être un peu plus lent. Tandis que si on est sédentaire et on n'utilise pas nécessairement nos tissus, ben, la diminution va se faire de façon plus abrupte. Donc, c'est important de rester actif quand même longtemps dans notre vie. Ce que ça vient faire, dans le fond, pour les risques au niveau de la santé, c'est qu'on vient augmenter le risque de fracture de fragilité ou fracture d'insuffisance, qu'on appelle, qui, elles, vont causer des douleurs, une réduction de la mobilité et une perte d'autonomie. Tu peux changer le diapo, Charles. Deuxième concept, c'est plus le concept de la sarcopénie, qui est un petit peu le même phénomène, mais qu'on retrouve plus au niveau des muscles cette fois-ci. Donc, au niveau de la sarcopénie, ça a un petit peu changé de diapo encore une fois, on se retrouve à avoir, dans le fond, une diminution au niveau de les unités motrices, au niveau de la force et au niveau de la charge qu'on va pouvoir produire. Donc, ça, tu veux changer de diapo? Je pense que tu peux revenir à l'autre d'avant, t'en as skippé une. Excellent, merci. Donc, comme je mentionnais, diminution au niveau de la masse musculaire, au niveau de la force et de la performance. On retrouve ces différents changements-là principalement en lien avec les changements hormonaux qu'on voit dans le vieillissement, mais aussi la sédentarité. Encore une fois, la sédentarité a un grand rôle à jouer. Ce qu'on se retrouve à avoir, c'est une diminution au niveau de la taille et du nombre des fibres musculaires. Puis, avec la sarcopénie, on va aussi retrouver, dans le fond, la neurodégénérescence, la diminution de la production d'énergie et une diminution au niveau de l'irrigation des muscles. Ensuite, si on se retrouve avec, dans le fond, une diminution au niveau des fibres musculaires, donc de la taille et du nombre, on se retrouve aussi avec une diminution de la force qui va être générée au niveau des tissus. Ça va avoir une influence, dans le fond, au niveau de la contraction aussi musculaire qui va être induite dans nos différents mouvements. Et donc, on va avoir plus de difficultés à faire les mouvements qu'on veut exécuter.
Ça peut donc entraîner des difficultés à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne comme la marche, monter des escaliers, se relever, faire différents gestes plus dans le quotidien. Ça augmente aussi le risque, dans le fond, de chute et de fracture. On se retrouve à avoir une perte d'autonomie, bien entendu. Puis, pour les gens qui vont avoir, dans le fond, des opérations, il y a possibilité aussi d'avoir plus de complications après une opération. Je peux changer de diapositive, Charles. Ouais, je m'excuse, ça va vraiment mal. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué comme ça, mais ça devrait avoir changé. Tu la vois. Non. OK, parfait. Donc, troisième condition dont on va parler, c'est plus l'arthrose cette fois-ci. Donc, l'arthrose, c'est une maladie chronique qui touche les articulations synoviales. On parle souvent d'arthrose au niveau des genoux, au niveau des hanches, même au niveau de la colonne vertébrale, mais ça peut être présent dans n'importe quelle articulation synoviale. Ça se traduit entre autres par des douleurs qui vont être accompagnées de limitations fonctionnelles plus ou moins importantes. Puis, on va retrouver aussi une diminution de la qualité de vie. Les principaux symptômes qu'on va trouver dans l'arthrose, ça va être la douleur, un gonflement et une raideur au niveau de l'articulation. Mais c'est important de différencier l'arthrose clinique de l'arthrose radiographique. Donc, l'arthrose clinique, c'est vraiment le diagnostic qu'on va établir quand on va se fier aux signes et symptômes du patient, mais également à certains tests qu'on peut faire en clinique. Tandis que l'arthrose radiographique, c'est vraiment plus ce qu'on va voir sur l'imagerie. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les deux ne vont pas être corrélés de façon directe. Donc, quelqu'un pourrait se retrouver avec beaucoup d'arthrose au niveau radiographique, donc sur l'image, et avoir peu ou pas de symptômes. Tandis que quelqu'un peut se retrouver avec beaucoup de symptômes et avoir peu ou pas de changements sur ces images-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas directement relié un à l'autre. Les principales causes d'arthrose qu'on va retrouver, initialement, on pensait que c'était plus de l'usure d'utilisation, le poids ou même la charge qu'on va avoir sur l'articulation, ou même les blessures dans le passé. Mais ce qu'on pense maintenant, c'est que, un, il y a une composante génétique qui est plus importante que ce qu'on pensait initialement. Euh, la principale cause comme telle serait en plus l'inflammation systémique qu'on va retrouver. Donc, on parle plus de surpoids abdominal, syndrome métabolique, donc on parle d'hypertension, cholestérol, diabète, etc. Puis, beaucoup de ça va venir aussi des habitudes de vie. On parle de tabagisme, de sommeil, consommation, sédentarité, le stress, etc. Donc, toutes ces choses-là vont venir influencer beaucoup plus l'arthrose que les trois causes qu'on pensait initialement, bien qu'elles restent présentes aussi dans les causes d'arthrose qu'on peut penser. Autre chose importante, c'est que les gens qui vont souffrir de surpoids vont avoir deux fois plus de choses, deux fois plus de chances, pardon, d'avoir des risques de développer de l'arthrose au niveau du genou. Puis pour les gens qui sont obèses, chez les femmes, c'est quatre fois plus et les hommes, cinq fois plus. Oui, il y a l'aspect de charge, comme on mentionnait tantôt, mais c'est principalement dû, en fait, à l'inflammation systémique qu'on retrouve chez les gens qui font du surpoids ou de l'obésité. Chez les adultes de 65 ans et plus qui souffrent de douleurs, une activité physique, c'est aussi l'habitude de vie qui est la plus fortement associée à des douleurs qui vont être d'une sévérité élevée. Donc, c'est vraiment important de venir changer les habitudes de vie de ce côté-là, puis d'être actif. Puis la bonne nouvelle pour les gens qui souffrent d'arthrose au niveau du genou, c'est que 9 personnes sur 10 vont être capables de s'en sortir sans avoir recours à une chirurgie de remplacement de genou, grâce à certaines interventions qui peuvent être faites, que Charles va entre autres vous parler un petit peu plus tard. Donc, est-ce que l'arthrose, c'est un phénomène d'usure qu'on retrouve au niveau des articulations? Même si on dit souvent que c'est quelque chose de dégénératif, c'est pas parce qu'on utilise nos articulations qu'on va les user réellement. En fait, c'est même le contraire. Le fait d'utiliser les articulations va faire en sorte que on va les garder en santé, puis c'est même quelque chose qui est désiré comme tel. Donc, c'est plutôt la sédentarité qui va vraiment nous placer plus à risque que le fait d'être actif comme tel. Puis il y a certains facteurs de risque comme l'inactivité, la perte de masse osseuse, le manque de sommeil, le stress, même la nutrition qui peuvent avoir une influence sur la douleur reliée à l'arthrose, mais également n'importe quelle douleur qu'on va avoir dans notre quotidien. Et puis la bonne nouvelle en lien avec ça, c'est que un grand nombre de ces facteurs de risque-là, ben, c'est des choses qu'on peut contrôler et donc modifier également. Super. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui, donc maintenant, on passe à la deuxième partie là, de la présentation, justement sur les habitudes de vie clés là, pour la prise en charge, puis la prévention des conditions qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc là, on a mis les bases là, sur un petit peu certaines définitions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, donc, on va commencer par parler d'activité physique. Guillaume, si jamais tu vois que les slides ne changent pas, tu me le diras parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un décalage avec vous.
Donc, évidemment, quand on parle d'habitude de vie, on parle de prévention, c'est difficile de garder l'activité physique là, loin de tout ça. Donc, c'est de ça que je vais vous parler là, pendant les prochaines minutes. Euh, donc, quelques petites statistiques pour commencer. Ce qu'on remarque là, chez la population de 65 ans et plus, c'est que il y a un manque là, du niveau d'activité physique générale dans la population. Donc, on sait là, qu'il y a près de 60% des personnes de 65 ans et plus qui font moins que la recommandation minimale de 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc, moins de environ 20 minutes là, par jour sont létales sur une semaine complète. On voit pas ta Puis si slide, on... Charles. Ouais, c'est bon. Ah, OK, super. Puis, dans le fond, si on prend la tranche d'âge là, de 65 à 79 ans, on remarque que seulement 27,5% là, des personnes qui rencontrent les directives là, canadiennes minimales d'activité physique. Donc, le but aujourd'hui, c'est pas que personne, de faire sentir personne mal par rapport à son niveau d'activité physique. Au contraire, le but, c'est de sensibiliser un petit peu pour vous aider à avoir des outils là, pour être un petit peu plus actif et vieillir en bonne santé, puis avec un bon niveau de fonction encore longtemps. Donc, quelques bienfaits de l'activité physique. Je pense que c'est connu de tous que l'activité physique, c'est, en guillemets, bon pour la santé. Mais plus en détail, là, ça vient réduire votre risque de mortalité de n'importe quelle cause confondue, mais aussi votre risque de mortalité des maladies cardiovasculaires va être réduit. Votre risque de développer, par exemple, de la haute tension artérielle, certains types de cancers, le diabète de type 2. Ça va avoir des impacts aussi là, sur la santé mentale, donc au niveau des symptômes d'anxiété, de dépression. On le sait que d'être physiquement actif, ça a un effet protecteur là, de ce côté-là aussi. Amélioration au niveau de votre sommeil, amélioration là, en fait de maintenir vos capacités de votre cerveau au niveau cognitif, donc vos capacités à prendre des décisions, à raisonner, à pouvoir penser, etc. Et aussi, là, la composition corporelle, donc le pourcentage de gras, là, peut s'améliorer avec l'activité physique. Donc, l'activité physique, l'objectif n'est jamais de perdre du poids en tant que tel. On veut toujours faire de l'activité physique pour être en santé, mais il peut y avoir, oui, des changements au niveau de la composition chez certaines personnes, mais ça ne devrait pas être l'objectif principal là, de ce côté-là. Jasmine va pouvoir là, vous en parler un petit peu plus là, de ce côté-là dans quelques minutes. Donc, j'ai remis en perspective, là, ou un petit peu plus, André, ici, là, les éléments, les bienfaits de l'activité physique qui sont plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire prévention des chutes et des blessures qui vont être associées aux chutes, mais aussi la prévention du déclin de votre masse osseuse, donc de pouvoir garder des os qui sont forts et en santé, de prévenir le déclin de votre masse musculaire qui vous permet de rester fort, de vous déplacer, de faire vos activités quotidiennes et aussi, dans le fond, de venir s'assurer que vous gardez vos capacités fonctionnelles. C'est une image que j'aimais bien ici, là, qui reprend un petit peu là, les principes de prévention associés à l'activité physique. Donc, vous voyez ici qu'il y a une multitude de problématiques de santé qu'on peut prévenir avec l'activité physique, que ce soit de la prévention primaire, donc le risque de développer une maladie dans sa vie, mais aussi la prévention secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire on a déjà une condition, un problème de santé, ou on en a déjà eu une, puis on veut prévenir que soit elle revienne ou elle s'aggrave. Donc, ce que je dis souvent, c'est que si on pouvait mettre dans une petite capsule là, de l'activité physique, ça serait probablement un médicament qui serait très, très en demande là, parce que ça a des impacts protecteurs quand même assez importants sur plusieurs processus là, de déclin associés à l'âge. Guillaume, est-ce que mes slides suivent toujours ou OK, Oui, super. ça va mieux. Super. Fait que ceci m'amène là, au principe au concept de la fragilité. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient nécessairement fragile. La fragilité, c'est vraiment un syndrome là, qui est caractérisé par une diminution de vos réserves au niveau de votre corps. Fait que ça rend la personne âgée plus vulnérable aux différents stresseurs qui sont présents là, dans la vie. Puis ça va venir augmenter là, le risque qu'il y ait des effets délétères au niveau de la santé. Fait que ça va venir vraiment impacter là,
tous les facteurs de la santé, la fragilité, donc tant au niveau de votre fonctionnement physique, mais aussi au niveau de vos interactions sociales, au niveau de la santé psychologique, au niveau des différentes interactions là, qui se font physiologiquement, donc la biologie interne dans votre corps, les choses qu'on ne voit pas nécessairement. Dans le fond, une petite image ici, là, mais si vous augmentez, dans le fond, votre niveau d'activité physique, vous le maintenez plus élevé, ben, ça permet de maintenir vos réserves fonctionnelles plus hautes tout au long de votre vie. Puis, ça permet là, d'avoir une plus grande résilience face aux différents stresseurs. Donc, c'est pas plus important d'être actif physiquement quand on est âgé que quand on est jeune. C'est tout aussi important. C'est juste que les impacts de l'inactivité physique se font voir souvent vers le dernier tiers, le dernier quart de la vie. Donc, quand on est jeune, c'est plus facile de tricher et de ne pas voir les impacts là, d'être inactif. Tandis que plus on vieillit, plus on commence à voir les impacts là, d'être inactif de ce côté-là. Donc, la clé dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir de poser des actions pour garder nos réserves physiologiques, nos réserves du corps le plus élevées possible là, tout au long de notre vie. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fragilité, ce n'est pas une certitude pour tous. Donc, c'est quelque chose qui peut se prévenir en bonne partie par des bonnes habitudes. Quelques petites statistiques ici, là. Donc, on sait qu'il y a 30% là, des femmes ménopausées qui subissent une fracture ostéoporotique, donc une fracture d'insuffisance à la hanche, qui vont mourir dans l'année qui suit la fracture. Donc, l'ostéoporose, dans le fond, ça mène à un risque de se casser un os, par exemple, lorsqu'on chute. Mais ça peut quand même entraîner une augmentation importante du risque de mortalité. Donc, c'est pour ça qu'on veut le prévenir, entre autres. Chez les femmes de 75 ans, on sait qu'un niveau faible d'activité physique augmenterait le risque de fracture au niveau là, du bras, là, la partie haute près de l'épaule, de plus de 2 fois. Puis, on sait que les nouveaux cas de fracture de la hanche là, sont de 30 à 50% moins importants chez les aînés qui ont eu un historique d'activité physique plus élevé, si on les compare aux personnes du même âge là, qui ont été inactifs là, au courant de leur vie. Donc, c'est quoi les recommandations là, en termes d'activité physique? Donc, si vous les connaissiez déjà ou vous les avez déjà vues passer, ça va être un bon rappel pour vous. J'ai repris ici là, les recommandations de l'OMS. Donc, le but ici, c'est pas de vous décourager par rapport à votre niveau d'activité physique actuel, peu importe comment est-ce que vous êtes actif, mais au contraire, de justement vous encourager à dire, OK, bien, comment est-ce que je peux avoir un plan d'action pour peut-être en faire un petit peu plus? Donc, vous avez dans l'image de gauche ici, les recommandations minimales, puis dans l'image de droite, là, les recommandations qui sont un petit peu plus, en guillemets, optimales, qui permettent d'aller chercher un bénéfice supplémentaire. Donc, on recommande au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée, puis au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité élevée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire intensité modérée? Ça veut dire, en fait, une des meilleures façons là, de pouvoir le mesurer facilement, c'est si vous faites une activité physique puis vous êtes à côté d'un ami, par exemple, vous devriez être capable de maintenir une conversation simple, mais vous ne devriez pas être capable là, de chanter une chanson. Donc, votre rythme cardiaque est trop élevé pour que vous puissiez chanter, mais vous êtes capable de parler encore. Par contre, à intensité élevée, là, on n'est plus en mesure là, de maintenir une conversation. Donc, c'est vraiment une façon simple là, de pouvoir s'en souvenir. Puis comme je l'ai dit, on peut aller chercher des bénéfices supplémentaires lorsqu'on augmente notre niveau d'activité physique là, au-delà des recommandations minimales. Il n'existe pas de dose là, où est-ce que vraiment il n'y a pas d'effet du tout. Donc, le fait de faire un petit peu d'activité physique, c'est toujours mieux que de ne pas en faire du tout. Donc, c'est très important, ça aussi, là, à prendre en considération. Puis c'est normal parfois que ça prenne du temps avant d'atteindre les recommandations minimales ou d'atteindre les recommandations optimales. Jasmine va vous parler un petit peu de changement d'habitude de vie tantôt, là, mais ça ne se fait pas généralement du jour au lendemain. Je vais mettre beaucoup d'accent sur la portion ici qui sont les exercices de renforcement. Pourquoi? Parce que c'est souvent le mal-aimé qui est peut-être un petit peu moins fait dans la population générale, mais encore moins dans la population vieillissante. On recommande au moins 2 séances de
d'exercices de renforcement qui vont cibler les grands groupes musculaires là, des membres supérieurs, du tronc et des membres inférieurs par semaine. Puis on veut que ces exercices-là soient au moins d'intensité modérée, puis qu'on les progresse à de l'intensité élevée. En gros, il faut que ça soit difficile relativement pour avoir les effets bénéfiques de ce type d'exercice-là. Je vais essayer de changer ça ici. Donc, l'activité physique en résistance, là, souvent qu'on va appeler le renforcement musculaire, c'est vraiment un type d'activité qui est à prioriser si on vise à prévenir ou aller tirer des bénéfices pour garder sa masse musculaire et garder des os qui sont solides, donc de freiner le processus de déclin de la densité osseuse. Donc, le renforcement a des effets vraiment supérieurs aux autres types d'activités comme les activités plus aérobiques en endurance, par exemple. Donc, si vous maintenez votre masse musculaire tout au long de votre vie et vous continuez à faire des exercices de renforcement, ça va aider votre système nerveux à mieux coordonner les contractions musculaires pour que vous puissiez avoir encore des bons réflexes, pour que vous puissiez encore avoir un bon équilibre, donc réduire vos risques de chute, de un, mais aussi les muscles, vous savez, ils s'attachent aux os pour pouvoir nous permettre de faire nos mouvements. Donc, l'effet de traction des muscles sur les os de manière régulière, ça vient stimuler nos os et permettre de garder des os qui sont plus solides. Donc, ça vient réduire notre risque de fracture par le fait même. Donc, on fait vraiment une pierre deux coups et même plus que deux coups là, avec l'exercice de renforcement. Belle petite image ici là, qui met en lumière là, les effets multisystémiques des exercices de renforcement. Donc, je ne les nommerai pas tous, là, mais vous avez une belle image ici, puis vous allez avoir accès là, à la présentation, je crois bien. Donc, vous allez pouvoir revoir tout ça, là, mais on voit entre autres là, de la prévention au niveau de la démence, des problèmes cardiovasculaires, aider au niveau du sommeil, évidemment, de tout ce qui est muscles, cartilage, tendons, et au niveau des os, etc., etc. Donc, ici, vous avez un petit peu plus les détails sur les recommandations là, d'exercices de renforcement. Donc, un peu comment vous pouvez reprendre ces informations-là et les appliquer à la maison. Comme je l'ai dit, on vise 2 à 3 séances par semaine d'exercices de renforcement. On commence plus doucement et on progresse. Donc, on va faire 1 à 3 séries. Donc, une série, c'est un groupe de répétitions. Puis, on va faire entre 8 et 12 répétitions. Puis, on va aller cibler là, les 8 à 10 grands groupes musculaires du corps. Donc, on va aller, dans le fond, travailler autant les membres supérieurs, autant le tronc, autant les membres inférieurs. Si vous manquez de temps, petit conseil, là, souvent, ce que je recommande, c'est d'aller cibler les membres inférieurs en premier, donc les gros groupes musculaires comme les muscles des cuisses, des mollets, etc. Donc, si on va en prioriser un seul, ça serait celui-là que je recommanderais. Puis ce qu'on veut faire, c'est commencer à une intensité qui est modérée, puis tranquillement augmenter vers une intensité élevée au courant des semaines qui suivent. Je n'irai pas dans les grands détails, mais vous allez pouvoir le relire là, chez vous à la maison à tête reposée en buvant votre café. Ce que je voulais expliquer ici un petit peu plus, c'est le concept de comment est-ce qu'on mesure l'intensité de l'effort de nos exercices de renforcement. Donc souvent, on prend une échelle de 0 à 10, puis on va coupler cette échelle-là à des répétitions en réserve. Donc, si par exemple, on peut faire 12 répétitions d'un exercice, quand on arrive à notre 12e répétition, il faut se poser la question, combien de répétitions je sens que je serais encore capable de faire si je me forçais à continuer. Puis, plus on pratique ce processus-là, plus on devient bon pour mesurer notre perception d'effort. Puis, les répétitions en réserve vont venir se coupler à l'échelle de perception d'effort. Donc, vous le voyez ici, là, les deux colonnes, une à côté de l'autre. Donc, si je dis, on regarde le RIR ici, là, qui veut dire répétition en réserve. Si on prend là, la colonne où est-ce que la ligne, en fait, où est-ce qu'on voit le chiffre 3 dans RIR, ça veut dire quand je termine ma dernière répétition, j'ai l'impression que je pourrais encore faire 3 répétitions. Mais là, on se trouve, si on regarde la colonne de gauche, on est à une perception d'effort de 7 sur 10. Okay? Si on arrive à la fin de notre dernière répétition, puis on a l'impression qu'on pourrait encore faire 2 répétitions,
ben là, on se trouve à une perception d'effort de 8 sur 10. Si on a l'impression qu'on est on est presque au bout, là, puis on pourrait peut-être, si on se forçait, en faire une, mais là, on est à une perception de 9 sur 10. Donc, vous me suivez, et ainsi de suite là, de ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on cherche avec les exercices de renforcement, c'est de rester au-dessus du 6 sur 10 et plus. Si on commence, puis c'est un petit peu plus difficile, on peut commencer avec le 5, mais rapidement, on va vouloir augmenter. Les slides suivent toujours, Guillaume? Oui. Super. Donc, les recommandations pour les personnes de 65 ans et plus en termes d'activité physique, en fait, sont pour la majorité les mêmes que pour l'adulte. Il y a cette section-là ici qui est ajoutée, qui sont d'ajouter au moins 3 fois par semaine des exercices d'équilibre et des exercices qui vont aller cibler la puissance. Ici, c'est une image de l'OMS qui a été traduite. Donc, c'est écrit des exercices de force. Mais en fait, c'est vraiment des exercices de puissance. Je vais vous expliquer dans quelques secondes c'est quoi la différence entre les deux. Mais il y a une petite nuance là, ici de ce côté-là. Donc, ici, j'ai mis les recommandations là, pour les exercices d'équilibre, donc 3 à 7 fois par semaine. On choisit entre 4 et 10 exercices où on va faire 1 à 2 séries. Donc, ça, comme je vous dis, là, c'est plus les détails que vous allez pouvoir vous référer à la maison. Donc, je passe un petit peu plus rapidement. Quelques exemples ici que je vous ai laissés là, en texte. Donc, par exemple, le tai chi rentre dans les exercices qui peuvent cibler l'équilibre, les mouvements associés au yoga, différents types d'exercices. Donc, par exemple, marcher en tandem, un pied devant l'autre, là, comme un funambule, marcher à reculons, tous les exercices qui impliquent de se tenir sur un pied, par exemple, d'enjamber des objets. Donc, je vous ai laissé là, plusieurs exemples ici. Souvent, les exercices d'équilibre, c'est bien d'être créatif un petit peu. On peut aller chercher très, très loin avec ça puis les progresser facilement. Donc, petite slide ici sur qu'est-ce qu'un exercice en puissance. La puissance, c'est quoi? C'est votre capacité de réagir rapidement avec force. Donc, pourquoi c'est important ce type d'exercice-là en vieillissant? Parce que c'est l'atout qui s'opère le plus tôt s'il n'est pas entretenu. Donc, les exercices en puissance, c'est ce qui vous permet, par exemple, de vous lever rapidement d'une chaise, de réagir rapidement à différentes situations, de pouvoir lancer des choses, par exemple, de pouvoir sauter, de pouvoir vous déplacer rapidement, etc., etc. Là, j'ai quelques petits exemples vidéo ici. Je vais essayer de voir si je suis capable de les partager. Guillaume, tu me diras si ça marche. Est-ce qu'on voit? Oui. On voit la vidéo? OK, super. Fait que je vous mets quelques exemples là, rapidement ici d'exercices d'équilibre. Donc, ça ici, c'est euh, un exercice d'équilibre sur un pied, les yeux fermés. Évidemment, on peut le commencer les yeux ouverts, là, dépendamment de votre niveau initial. Puis en cas de doute, là, ben, évidemment, vous pouvez vous référer à un professionnel de la santé là, pour les intégrer. Là, je vais essayer d'aller ici, ça comme ça. Ici, il y a de la marche en tandem à reculons. Donc, un autre bon exemple ici. Donc, c'est le type d'exercice qui peut être progressé facilement juste en augmentant, par exemple, la vitesse, en le faisant les yeux ouverts versus les yeux fermés. Ici, un autre exercice que j'aime bien et que j'utilise avec certains patients, qui est un exercice où est-ce qu'on va essayer d'aller toucher des points en maintenant l'équilibre. Donc, on reste en équilibre sur un pied, puis on va essayer d'aller toucher différents points, là. Et voilà. Ici, un exemple d'exercice en puissance. Guillaume, on voit toujours? Oui. OK, super. Exemple d'exercice en puissance, donc un squat sauté. Donc, encore une fois, c'est un exercice qui se progresse facilement, qu'on peut commencer avec des petits sauts, puis ensuite, soit aller plus haut, aller plus vite, etc. Euh, et j'en ai mis un autre, un ou deux autres encore, je crois. Ça ici. Donc, ça, c'est un petit peu plus avancé. C'est des fentes
où est-ce qu'on va aller chercher des mouvements alternés. Ça, c'est un exercice de puissance, mais qui va combiner aussi beaucoup d'équilibre en même temps. Donc là, on va chercher vraiment plusieurs attributs en même temps. Puis ici, je voulais aussi aller chercher un qui combinait les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, un squat où est-ce qu'on va aller lancer, par exemple, un ballon au mur. Puis ça, ben, ça se progresse facilement en utilisant un ballon qui est très, très peu, qui est vraiment pas lourd. Puis ensuite, aller chercher un ballon un petit peu plus lourd, aller chercher des squats un petit peu plus profonds, un peu moins profonds, etc. Donc, ça se progresse quand même assez rapidement aussi, assez facilement aussi. Je vais juste aller ici. Est-ce que vous voyez encore la présentation? Oui. OK. Ça ne sera pas bien long, j'essaie juste de... C'est le fun de la technologie, mais c'est le fun quand ça fonctionne bien. OK, j'ai ça ici. Ça, ça. OK, je pense que là, ça marche. Est-ce que ma slide a changé, Guillaume? Ouais, tout est beau. OK, super. Donc, est-ce que je vais me faire mal si je fais de l'activité physique, là? Tu sais, donc, il y a certains exercices que je vous ai montrés. Il y a peut-être certains types d'exercices qu'on a parlé que vous ne faites pas en ce moment. Donc, parfois, il y a des craintes à intégrer un nouveau type d'exercice. Souvent, moi, je vois des craintes avec des exercices de renforcement qui vont impliquer des charges, par exemple, de peur de se faire mal. Ce qu'on sait, c'est que oui, lorsqu'on intègre une activité physique, il peut y avoir un léger risque temporaire qui est présent, mais à long terme, en fait, vous allez réduire considérablement votre risque oui, de vous blesser parce que vous allez maintenir vos capacités à pouvoir interagir là, aux différents stresseurs, mais aussi vous allez réduire considérablement là, vos risques de développer certaines maladies. Tandis qu'au niveau de la sédentarité, ben, si on reste assis sur notre chaise, notre sofa, ben, sur le coup, ponctuellement, il n'y a pas vraiment de risque là, de se blesser ou d'avoir tout d'un coup maladie, mais avec l'effet cumulé des années, le risque là, devient beaucoup plus important que le fait d'être inactif. Exercise is the risk you take to avoid the dangers of sitting still. Donc, une belle petite citation aussi, mais ce que je voulais mettre de l'avant justement, c'est que les bénéfices de l'activité physique dépassent largement les risques qui y sont associés. Si jamais il y a un questionnement à savoir, est-ce que, je ne sais pas, vous avez soit une condition de santé, il y a des craintes, quoi que ce soit, je vous ai mis ici un petit questionnaire là, qui peut être rempli à la maison. Vous pouvez même le partager avec votre professionnel de la santé, à savoir est-ce que je peux commencer une activité physique de manière sécuritaire ou est-ce que je dois consulter, par exemple, mon médecin ou un professionnel de la santé. Je ne le verrai pas en détail là, avec vous, mais au moins vous allez pouvoir avoir la ressource là, pour vous y référer. Donc, je laisse la parole à ma très chère collègue Jasmine pour vous parler un petit peu plus de nutrition. Oui, donc on va regarder ensemble c'est quoi les stratégies nutritionnelles ou comment vous pouvez adapter votre alimentation pour essayer de prévenir ou de diminuer l'impact des trois conditions qu'on a discutées plus tôt. Donc, on va commencer avec l'ostéoporose. Puis, si on fait un petit rappel à ce que le docteur Guillaume nous a discuté plus tôt, on sait qu'à partir de 30 ans, notre masse osseuse va diminuer. Donc, notre tâche pour diminuer le risque d'ostéoporose, c'est de s'assurer de réduire ou de limiter là, cette diminution-là le plus possible. On sait aussi que le calcium, c'est un des principaux constituants des os. Puis, les os vont un peu servir de réserve de calcium. Donc, quand notre sang ne va pas contenir assez de calcium, la destruction des os va être enclenchée pour permettre au calcium de passer des os au sang. Donc, sachant qu'on veut diminuer cette destruction-là, on peut comprendre que ce n'est pas souhaité. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de limiter cet effet-là? C'est en consommant suffisamment de calcium dans notre alimentation. Donc, on vise un 1200 mg de calcium par jour. Puis, on va privilégier de loin le calcium qui provient des aliments que le calcium qui provient des suppléments.
Donc, où est-ce qu'on peut en trouver là, ce fameux calcium-là? Donc, c'est dans beaucoup d'aliments que vous consommez probablement déjà dans votre quotidien. Par exemple, ça peut être dans les produits laitiers, dans le soya, dans certains poissons, dans le jus d'orange fortifié, malgré le fait qu'il soit très cher ces temps-ci. Et aussi les légumes verts qui sont un peu foncés, donc par exemple le chou frisé qu'on appelle aussi le chou kale. La vitamine D va aussi avoir un effet important sur toute la régulation là, de le calcium, ce qui se trouve dans nos os, dans le sang, où est-il? Puis, un des rôles de la vitamine D, c'est de privilégier l'absorption du calcium dans l'intestin. Donc, s'assurer que le calcium qu'on mange se rende à la bonne place. Donc, on veut s'assurer d'avoir un apport d'environ 600 à 800 unités internationales par jour. Par contre, contrairement au calcium et contrairement à tous les autres nutriments, la vitamine D, c'est le seul nutriment où le supplément va être recommandé avant les aliments. Donc, à partir de l'âge de 50 ans, on recommande un supplément de 800 à 1000 unités internationales par jour à longueur d'année. On peut retrouver un peu de vitamine D dans certains aliments, par exemple les œufs, surtout dans le jaune d'œuf, dans certains poissons gras et dans le lait. Mais la grande majorité de la vitamine D va être en fait faite par notre corps, par une longue série de réactions qui va débuter par l'exposition de notre peau à des rayons UV. Donc, d'où notre petite image de soleil au bas de la page. Donc maintenant, par rapport à la sarcopénie, donc la perte de masse musculaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour la limiter ou même gagner de la masse musculaire? C'est de consommer plus de protéines. Puis lorsqu'on arrive, encore une fois, à l'âge de 50 ans et plus, nos besoins en protéines sont augmentés. Donc, en tant que jeune adulte, on a besoin d'approximativement 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Puis, ce besoin-là va augmenter à 1 jusqu'à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc, ça peut être difficile, plus qu'on avance en âge, d'atteindre ce besoin-là. D'un côté, le besoin est plus élevé, mais de l'autre, on a plusieurs changements physiologiques, changements hormonaux qui nous causent de l'anorexie. Donc, quand on parle d'anorexie ici, on ne fait pas référence à un trouble alimentaire, mais plus à une perte d'appétit. Donc, par exemple, on a moins d'hormones qui nous donnent faim. On perd aussi certaines cellules là, qui nous aident à percevoir le goût. Donc, tous ces changements-là, rassemblés avec d'autres qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, font qu'on peut avoir un appétit un peu plus faible. Puis lorsqu'on a un appétit un peu plus faible, on peut consommer de l'énergie, donc des calories, de façon insuffisante. Puis, peu importe à quel point on mange beaucoup de protéines, si on ne consomme pas assez de calories pour qu'est-ce que notre corps a besoin, notre corps va entrer en perte de poids. Puis, la perte de poids, malheureusement, on perd du poids de partout, dont des muscles. Donc, si on est vraiment dans un objectif de garder nos muscles, construire des muscles, la perte de poids, c'est pas nécessairement compatible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Là, on a parlé de pourquoi c'est difficile, mais il faut trouver des solutions pour quand même que ça arrive. Donc, comment on peut faire? Donc, c'est de consommer fréquemment des protéines. Donc, on vise approximativement 30 grammes de protéines par repas qui peuvent venir de plein de sources variées. Par exemple, de la viande, de la volaille, produits laitiers, poissons, fruits de mer, mais aussi certaines sources plus végétales comme les légumineuses, les noix et les graines. Donc, de façon plus concrète, à quoi ça peut ressembler. Si on prend, par exemple, un déjeuner, ça pourrait être, pour avoir notre 30 grammes, là, une tasse complète de yogourt grec, accompagnée de 3 cuillères à soupe de graines de citrouille. Puis si on parle plus d'un souper, ça pourrait être un pâté chinois mi-végé, donc avec un 2 tiers de tasse de bœuf haché, puis un 3/4 de tasse de lentilles mélangées avec notre bœuf haché. On peut passer à l'arthrose. Parfait.
Donc, je vous donne le défi, là, si vous voulez, après notre rencontre aujourd'hui, d'écrire nutrition arthrose sur Google. Et je vous garantis que la plupart des choses que vous allez voir, ce sont des diètes très spécifiques, très strictes, qui disent être anti-inflammatoires. Donc, il y a deux choses importantes ici à savoir. Première chose, c'est qu'il y a plusieurs diètes qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ce n'est pas seulement une seule diète, la meilleure, la plus anti-inflammatoire. Il y a vraiment plusieurs façons de manger là, qui peuvent être dites anti-inflammatoires. Puis, il faut mettre un petit astérix là, sur ce terme-là. Donc, quand on parle de anti-inflammatoire, on remarque que l'alimentation anti-inflammatoire a plus un effet neutre sur l'inflammation dans notre corps. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est d'éviter l'effet pro-inflammatoire, donc de causer de l'inflammation, qui provient de certains aliments. Puis, si on regarde là, les points communs donc de ces différentes diètes anti-inflammatoires-là, donc c'est quoi les 8 principes de l'alimentation anti-inflammatoire? Ils sont représentés là, dans le bas par les images que vous voyez. Donc, vous remarquerez aussi que c'est des principes qui ressemblent beaucoup au guide alimentaire canadien. Ça reste quand même une super bonne ressource. Par exemple, le premier principe de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de consommer des fruits, des légumes en abondance. Ensuite, notre deuxième point, c'est de choisir des aliments qui ont un indice glycémique faible. Si vous êtes diabétique, vous êtes familier déjà avec ce mot-là. Sinon, là, sans entrer dans les détails, c'est des choses comme des légumineuses, des grains entiers, des fruits, des légumes aussi. Troisième principe, c'est de consommer des noix et des graines de façon quotidienne. Ensuite, on veut s'assurer de consommer des bons gras, donc de privilégier les oméga 3 et les gras insaturés, puis de limiter les gras trans et saturés. On veut ensuite prendre soin de notre santé intestinale, surtout par rapport à notre microbiote, donc lui fournir des bons nutriments qu'il va pouvoir utiliser pour faire de l'énergie, mais aussi consommer là, des bonnes bactéries. Ensuite, pas le troisième, là, on est rendu au sixième, si je compte bien, c'est de limiter les aliments qui nous causent des allergies ou des intolérances. Donc ça s'applique uniquement aux personnes qui ont des allergies ou des intolérances. Si on n'est pas allergique aux arachides, les arachides ne vont pas nous causer de l'inflammation, au même titre que le fameux gluten. Donc, avant-dernier principe de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de limiter notre exposition à des aliments hyper transformés qui peuvent contenir certains produits chimiques inflammatoires. Puis, le dernier principe, c'est de consommer de l'alcool en modération ou même le limiter le plus possible. Donc, l'autre sphère de l'alimentation pour ce qui est de l'arthrose, c'est relié au poids. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà, merci. Puis, encore une fois, les deux petits principes qui vont nous aider à comprendre le reste des recommandations, c'est la différence entre le poids normal et le poids santé. Donc, notre poids va être affecté par plein de facteurs. Certains facteurs qu'on peut contrôler, par exemple notre alimentation et notre activité physique, mais d'autres facteurs sur lesquels on a moins de pouvoir. Par exemple, notre environnement physique, notre génétique, puis les médicaments qu'on prend. Donc, quand on parle du poids santé, on ne prend pas considération là, de tous les facteurs qui influencent notre poids. Le poids santé va seulement être un calcul mathématique qui va mettre en relation notre poids et notre taille, puis qui va nous classifier là, en fait selon notre IMC, notre indice de masse corporelle. Et si on tombe entre un certain chiffre et un autre, on va avoir un poids santé. Donc, on remarque que cette mesure-là a certaines limites, puis c'est pour ça qu'on privilégie maintenant le poids normal. Donc, le poids normal, c'est peu importe là, de quoi notre IMC a l'air, c'est le poids auquel on est en bonne santé, puis qu'on a des bonnes habitudes de vie. Donc, pour certaines personnes, leur poids normal va être équivalent à leur poids santé. Pour d'autres personnes, leur poids normal pourrait tomber dans la catégorie d'IMC de surpoids, par exemple, mais on va quand même considérer ce poids-là comme étant
le poids normal individuel de la personne. Donc, tout ça pour dire, souvent quand on parle de poids, on met ça dans le camp de la nutrition. Donc, on va regarder un petit peu c'est quoi les choses que vous pourriez faire pour vous aider à atteindre votre poids normal. Premièrement, c'est d'écouter vos signes de faim et de satiété. Donc, satiété ici veut aussi dire, on pourrait aussi utiliser le mot rassasié, quand on est rassasié. Voilà. Donc, ces signes-là sont super importants. Je sais que ça peut être de plus en plus difficile de les percevoir, mais aussi de les écouter. Mais ces signes-là sont là pour nous informer sur qu'est-ce qu'on a besoin, en quelle quantité. Donc, comme je dis, là, les écouter, ça va demeurer très important. On veut aussi limiter la consommation de certains aliments qui sont denses en énergie, mais qui vont être pauvres en nutriments. Donc, des choses qui vont contenir beaucoup de calories sans nécessairement venir nous donner des vitamines, des minéraux ou même nous rassasier. Donc, on peut penser ici, par exemple, à la boisson gazeuse ou des fameuses chips croustilles, donc des choses qui sont bien agréables à manger là, pendant une partie des Canadiens, mais on veut le garder là, uniquement pour ces petits moments-là. Sinon, le reste du temps, on veut s'assurer de consommer des aliments qui sont riches en fibres et en protéines, puisque ces aliments-là vont nous rassasier très rapidement, puis aussi pour plus longtemps. Puis, on préfère manger des petits repas fréquents, encore une fois, pour nous aider avec tout l'aspect de la gestion de la faim. On peut passer à la prochaine. Donc, des petits conseils pratiques pour vous aider à appliquer ces recommandations-là dans votre quotidien, surtout axés là, sur les recommandations de nutrition qu'on vient de voir. Pour ce qui est des recommandations par rapport à l'ostéoporose et la sarcopénie, une bonne façon de créer des nouvelles habitudes ou d'intégrer des nouvelles habitudes, c'est de les mettre en sandwich avec des habitudes qu'on a déjà. Par exemple, si vous voulez prendre votre supplément de vitamine D, mais que vous remarquez que vous l'oubliez souvent, bien, le mettre à côté de votre brosse à dents, quelque chose que vous faites, que vous utilisez à chaque jour, peut vous aider là, à vous en souvenir. On veut aussi s'assurer de limiter les barrières potentielles qui nous empêcheraient de pratiquer nos habitudes. Donc, si on sait que pour consommer plus de protéines, on a besoin de cuisiner pendant 20, 30, 40 minutes, des fois, ce temps-là peut être suffisant pour qu'on se décourage puis qu'on n'ait pas nécessairement le temps ou l'énergie pour le faire. Donc, on veut s'assurer d'avoir, par exemple, des aliments protéinés qui sont prêts à manger en permanence. Pour s'assurer d'aller chercher notre 30 grammes, on veut avoir des sources de protéines variées. Donc, par exemple, 2 sources par repas va être plus facile pour nous d'aller chercher notre 30 grammes que d'avoir 30 grammes du même aliment. Puis, on pourrait aussi ajouter un produit laitier à notre repas. Donc, par exemple, un verre de lait là, à côté de notre assiette au moins une fois par jour. Par rapport aux trucs pratiques pour l'alimentation anti-inflammatoire, là, je vais vous laisser les regarder. Juste une petite parenthèse là, pour ce qui est de celui que vous voyez en gris. Celui-là, c'est en lien avec les allergies, les intolérances alimentaires, comme j'avais discuté un peu plus tôt. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui vous touche, bien, ce conseil-là peut être éliminé de notre liste. Donc, on vous a lancé beaucoup d'informations aujourd'hui, mes collègues et moi. Donc, comment est-ce que vous pouvez prendre toute cette belle théorie-là, puis l'appliquer? Donc, c'est vraiment en privilégiant la création ou l'intégration de nouvelles habitudes de vie, beaucoup plus que le changement drastique. Donc, des fois, quand on voit toutes ces informations-là, on peut avoir un élan de motivation, vouloir commencer un plan d'entraînement, partir de 0 à 100 ou même une diète un peu intense qui ne ressemble pas à notre alimentation actuelle. Mais on remarque que ces changements drastiques-là mènent très rarement à des changements qui sont durables. Donc, on préfère, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, faire des changements graduels et surtout durables de nos habitudes de vie.
Puis, j'avais une petite méthode à vous présenter aujourd'hui pour vous aider à faire ces changements-là. Voilà, donc premièrement, il faut choisir une habitude à travailler dans toutes celles qu'on vous a présentées. Donc, si on prend l'exemple de consommer 30 grammes de protéines par repas, 3 repas par jour. Donc, vous devez commencer par identifier votre point de départ et votre point à atteindre. Par exemple, votre point de départ pourrait être que vous consommez seulement 10 grammes de protéines à seulement 2 repas par jour. Puis votre point à atteindre, bien, on l'a déjà mentionné, 30 grammes 3 fois par jour. Vous devez ensuite déterminer un objectif SMART. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder aussi là, sur le web. Vous allez trouver des tutoriels qui vont vous aider à déterminer des objectifs SMART, qui est intermédiaire entre notre point de départ et notre point à atteindre. Donc, si je consomme seulement 20 grammes de protéines dans ma journée, puis je veux me rendre à 90, c'est pas en une semaine qu'on va se rendre de 20 à 90. Donc, on pourrait viser quelque chose entre les deux. Par exemple, s'assurer de consommer 15 grammes de protéines, mais 3 fois par jour, donc nous amener jusqu'à un 45. Ensuite, on veut regarder c'est quoi les stratégies qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, j'en ai mentionné plus tôt, par exemple, d'avoir 2 sources de protéines par repas, d'avoir des protéines qui sont toujours disponibles, mais vous pourriez avoir d'autres stratégies qui sont plus personnalisées là, à votre quotidien. Puis ensuite, lorsque vous le maîtrisez bien, donc sans avoir à y penser de façon très prononcée, vous consommez votre 45 grammes de protéines par jour, bien là, parfait, vous êtes rendu au point où vous pouvez soit progresser cette habitude-là, donc atteindre un nouvel objectif, passer de 45 à 90 par exemple, ou bien passer à une autre habitude reliée à l'activité physique, par exemple. C'est important aussi quand on est dans un processus de changement d'habitude d'accepter autant les hauts que les bas. Donc, au départ, on a beaucoup de motivation, on met toutes les choses en place pour que ça se passe bien, mais c'est inévitable, on va toujours avoir des événements qui vont déranger un peu nos habitudes. Par exemple, vous partez en voyage, en croisière, vous avez le temps des fêtes, là, on ne va pas y penser tout de suite, là, on vient juste de se débarrasser de la neige, mais je vous le dis tout de suite, ça va arriver un jour. Donc, si jamais on remarque qu'on prend un petit pas de recul dans nos habitudes, il ne faut pas voir ça comme la fin, il ne faut pas voir ça comme un échec. Ça fait vraiment juste partie du processus. Donc, on se remet à notre travail, puis on continue à progresser de cette façon-là. Puis, il ne faut pas oublier là, que vous avez toujours la possibilité aussi de vous faire épauler par un professionnel. Donc, je vais passer la parole à Charles pour conclure la présentation d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Jasmine. Fait que la dernière portion est très importante là, quand même parce que justement, on a beau savoir toutes les choses qu'il faut faire, mais la chose la plus difficile souvent là, pour changer et avoir des bonnes habitudes de vie, ben, c'est vraiment d'avoir un plan de match là, qui est plus clair et qui est réaliste là, pour pouvoir intégrer toutes ces choses-là. Parfois, ça peut être aidant là, de faire équipe avec un professionnel de la santé pour nous aider avec tout ça. Le but de la présentation aujourd'hui, là, c'était surtout justement de pouvoir vous éduquer puis vous donner beaucoup d'informations. Fait que j'espère que ça a été utile. Je prends un petit 20-30 secondes là, pour rappeler, dans le fond, là, pour ceux qui sont abonnés à l'infolette là, de la NRF. Vous avez sûrement déjà vu, ou peut-être pas, puis je vous l'apprends, mais on a un beau partenariat ensemble là, depuis un moment déjà. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour atteindre vos objectifs de santé, vraiment, nous, notre vision chez ABC Clinique Santé, là, puis notre mission, en fait, c'est de vous orienter vers le bon professionnel au bon moment pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Puis vous avez un beau, une belle escompte là, avec le partenariat avec la NRF, où est-ce que vous avez un 30% là, sur votre consultation initiale avec tous nos professionnels confondus. Puis vos suivis, vos rendez-vous de suivi là, sont aussi à un escompte de 10%. Je sais que vous avez quand même un régime d'assurance, mais parfois, là, ça couvre jusqu'à un certain montant. Donc, ça peut être pertinent si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on offre des services, oui, en chiropratique, en nutrition,
On a aussi des services en physiothérapie, en massothérapie, si vous avez besoin d'un petit moment pour vous aussi. On a également des services là, en santé mentale, donc on a une travailleuse sociale avec nous, puis une thérapeute en relation d'aide également. Là, donc, c'est des services qu'on a moins parlé aujourd'hui, là, mais c'est des choses qui sont possibles aussi là, chez nous. Donc, c'est maintenant le temps là, de la petite période de questions. Donc, si D'accord. vous aviez, s'il y avait des petites choses qui ont été soulevées sur les choses qu'on a présentées, ben, ça me fait plaisir de répondre. Alors bonjour, je vais adresser ce qui est écrit dans le chat et après, peut-être si les gens ils ont des questions directes, pourraient utiliser soit le petit outil pour lever la main à travers l'application Zoom ou simplement lever la main physiquement. Alors, Parfait. je vais passer à travers, il y a des commentaires puis il y a des questions. Donc, ici, juste un petit moment, je lis à travers. OK. Il semble difficile d'évaluer le niveau d'exercice quotidien à faire selon l'âge. Je vais au gym 3 à 4 fois semaine et je marche entre 6 et 8 kilomètres une fois semaine et j'ai 75 ans. Mais le reste du temps, je suis assise, je cuisine, fais le ménage. Est-ce suffisant? C'est un très bon commentaire, très bonne question. C'est certain que, tu sais, le but, c'est pas de nécessairement tu sais, de devenir trop Actif? surconscient là, exactement du chiffre exact. Là. Parfois, le but, c'est d'avoir, tu sais, l'objectif principal, je dirais, c'est de prendre en compte qu'il y a différents types d'exercices qui sont importants. Donc, on l'a mentionné tantôt, l'activité physique au niveau cardiovasculaire, le renforcement, les exercices d'équilibre et les exercices là, un petit peu plus là, en puissance. Après ça, la deuxième chose importante, c'est d'essayer d'être actif tous les jours, idéalement, ou la majorité des jours. Là, évidemment, il y a certaines journées que peut-être ça va être moins possible. Fait que, tu sais, c'est possible de faire de l'activité physique et d'être quand même considéré comme une personne sédentaire si on passe la majorité de nos heures de notre journée assis. Donc, tu sais, j'ai pas de réponse claire parce que, tu sais, je pense que dans cette situation-là, ça serait probablement mieux justement tu sais, de cibler où est-ce que vous en êtes, puis où est-ce que vous aimeriez être de ce côté-là, puis déterminer est-ce que c'est suffisant pour vous puis votre âge. Souvent, ça prend une approche personnalisée, aussi voir un peu est-ce que vous avez tu sais, certaines restrictions au niveau de votre santé. Fait que est-ce que c'est suffisant? Difficile à dire rapidement comme ça. Est-ce que c'est très bien? Oui, mais assurément, vous semblez être une personne active là, la majorité des jours de votre journée. Fait que félicitations pour ça. Donc, je sais que des fois, j'ai des réponses un petit peu grises, là, mais en santé, c'est un petit peu comme ça. Là. Parfois, on a besoin d'analyser un petit peu plus. Là. Donc, rapidement, comme ça, c'est difficile à dire. Si je peux Très bien. renchérir aussi, si je peux renchérir un Oui. petit peu sur le point de Charles, là. Donc, c'est ça, le commentaire, on parlait, oui, d'activité au gym, on parlait aussi de faire la marche, mais tout ce qui est activité aussi de faire la cuisine, faire du ménage, etc., ça reste des activités qu'on fait aussi dans le quotidien où on est actif et on bouge. Et donc, c'est des activités qu'on peut compter aussi dans les minutes, justement, d'activité physique là, dans la semaine. Très bien. Exact. Fait que ça peut, c'est ça, dépendamment de notre niveau d'activité aussi, ou notre niveau de forme physique, ben, il y a plusieurs activités du quotidien, des activités de la vie quotidienne ou des tâches domestiques qui peuvent devenir une activité physique pour vous, dépendamment de votre âge puis votre niveau d'activité aussi. Mais ça dépend de à quel point ça vient faire travailler votre cœur, par exemple. Là. OK, très bien. Un autre commentaire. Je comprends qu'il faut faire différents exercices, mais lorsque l'on a 65 ans ou 75 ou 85, on n'a plus la force qu'on avait avant d'en faire autant. On se fatigue plus rapidement. Oui, mais bon, c'est un bon commentaire. Puis oui, dans le fond, le principe de préservation ou de gestion de l'énergie va devenir important en vieillissant. Fait que l'objectif, c'est simplement euh, d'adapter nos exercices en fonction de nos capacités actuelles, de commencer où est-ce qu'on est, puis tranquillement essayer de l'augmenter un petit peu. Mais tu sais, si on a l'impression que rapidement, on se fatigue très, très vite en faisant de l'activité physique, c'est un très bon signe que probablement que ça serait une bonne idée euh, soit de voir un professionnel ou de pouvoir avoir un plan de match pour faire en sorte qu'on puisse nous aider à mieux gérer notre énergie, mais aussi qu'on puisse maintenir notre niveau, nos capacités actuelles pour pas continuer à se fatiguer de plus en plus avec ces activités-là. Fait que ça peut être un bon signe qu'on a peut-être besoin progressivement d'en faire un petit peu plus aussi. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. C'est beau.
Oui, plusieurs commentaires, c'est comme ça, mais on va passer au travers tout de même. J'ai un genou Oui, parfait. artificiel. Les sauts et les poids élevés ne sont pas recommandés. Alors, j'imagine que c'est de s'adapter pour ça aussi, adapter les Oui, exercices. ben c'est certain que c'est ça. Dans les gens, chez les gens qui vont avoir des prothèses, ben on, assurément qu'on va pouvoir aller chercher des exercices de renforcement. C'est juste qu'il y a certains types qu'on va peut-être limiter ou modifier. Pour ce qui en est des sauts, oui, évidemment, on va aller adapter là, en fonction. Parfois, tu sais, on va travailler en équipe aussi avec l'équipe, l'orthopédiste, ou tu sais, s'assurer là, que il y a une sécurité au niveau des exercices. Fait que dans des situations où est-ce qu'il y a eu une chirurgie puis il y a eu une prothèse, ben on adapte encore une fois. Oui. Quelles sont les meilleures sources de calcium, vitamine D et autres dans le cas d'un régime vegan avec interdiction de gros allergènes? Oui, donc je pense que cette question est plus pour moi. Je vais la prendre. Euh, Côté vitamine D, ben, on est chanceux. L'exposition au soleil, c'est allergène free et aussi sans, sans produits animaux. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Puis côté vitamine D aussi, ça va plus être le supplément, comme j'ai mentionné tantôt, qu'on va privilégier, puisqu'il y en a très peu dans les aliments. Pour ce qui est du calcium, ben là, si on regarde la liste et on élimine, là, il nous resterait pas mal juste les légumes verts foncés. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de restrictions là, dans ce qu'on a mentionné, là, le véganisme, puis aussi les 7 grands allergènes. Donc, c'est certain que si on a des allergies alimentaires qui ont été diagnostiquées, qui sont dangereuses là, de consommer ces aliments-là, bien entendu, on va continuer à les exclure. Mais si on les excluait pour d'autres raisons, des raisons personnelles, ben là, je pense que ça serait une bonne idée d'un peu faire une petite évaluation là, des bénéfices contre des risques si on élimine ces aliments-là pour des raisons peut-être plus ou moins personnelles, mais qu'on remarque qu'on bénéficierait de loin là, de l'apport en calcium du soya, puis par exemple des produits laitiers, ben, on pourrait peut-être s'assurer là, de mettre de l'avant plus notre apport que des restrictions. Encore une fois, si les restrictions n'ont pas lieu d'être, mais je ne connais pas la situation, donc je ne peux pas me positionner sur ça. D'accord, merci. Un commentaire, les présentations sont excellentes et j'ai appris même si je suis vraiment en forme. Donc, je pense que c'était ça. Là, il y a peut-être, en tout cas, il me semble que c'est ça qui est écrit. Et désolée si ce n'est pas tout à fait exact, là, Madame Frappier. Les protéines en poudre sont-elles adéquates pour atteindre le 90 grammes par jour? Ça peut être quelque chose qui peut nous aider, surtout de façon temporaire. Donc, autre que la vitamine D, tous les autres nutriments, incluant le calcium et les protéines, on va toujours privilégier des aliments complets avant d'aller vers des suppléments. Donc, c'est sûr que si on avait le choix entre du yogourt grec versus une petite scoop là, de poudre de protéines, on va vraiment préférer le yogourt grec. Mais si, en raison de notre appétit, ou pour côté pratique, là, on veut avoir ça pour nous aider à aller chercher peut-être un 20 grammes d'extra, là, ça reste un bon outil quand même. D'accord, merci. Présentation très utile, merci. Merci pour cette belle présentation. Donc, merci beaucoup. J'ai 61 ans et dois subir remplacement de hanche causé par arthrose, aussi fracture de ski. Je trouve alarmant votre 30% de femmes meurent dans l'année suivant la fracture. Oui, ben en fait, si je peux clarifier un petit peu, dans le fond, c'est 30% des femmes post-ménopausées qui ont une fracture de la hanche, mais là, on parle d'une fracture d'insuffisance. Donc, vraiment une fracture qui va être associée à une ostéoporose avancée. Là. Par exemple, il va y avoir une chute, puis là, on va fracturer. Là, donc, souvent, là, ça va être la partie haute de la hanche là, qui présente là, une artère là, quand même assez importante. Donc, lorsqu'il y a une fracture, il peut y avoir là, des risques ponctuels sur le moment, mais aussi à la suite de ça, là, des risques de mortalité. Fait que là, on s'entend, on parle plus d'un cas particulier. Si vous avez un remplacement de la hanche lié à l'arthrose, ben là, c'est différent. Là. Fait que, le risque de mortalité associé à ça est pas le même du tout. J'ai pas de chiffre exact, là, mais c'est la majorité des chirurgies de remplacement de hanche là, sont très sécuritaires lorsqu'ils sont indiqués d'être faites. Fait que ça, c'est pas,
ça rentre dans ça rentre dans un autre élément. Là, la fracture de ski, je ne sais pas exactement c'était quoi votre fracture, mais si vraiment vous avez fait une grosse chute, puis vous êtes cassé un os, mais que c'était pas nécessairement parce que vos os étaient fragiles, mais juste parce que vous avez eu une grosse chute, mais là, ça rentre aussi dans un autre élément. Puis ça dépend de l'âge que vous avez eu la fracture aussi, là. Il manque peut-être un petit peu d'informations pour pouvoir mieux répondre à votre question. C'est beau. Très bien. Oui, c'est souvent les questions, on sait des cas, là, mais oui, ils pourront toujours faire le suivi avec vous s'ils veulent avoir plus d'informations. Donc, dernière question, parce que là, on est pas mal dépassé le temps, puis on est en train de perdre des gens. Donc, combien d'expositions au soleil par jour pour la vitamine D? Oui, donc je vais me lancer. Puis, comme toutes les questions en santé, on va répondre par ça dépend. Donc, ça va dépendre de vraiment beaucoup de facteurs. Par exemple, juste notre couleur de peau. Donc, si on a plus, notre peau peut absorber là, le soleil là, de façon différente, dépendamment de notre teint de peau. Mais aussi, ça dépend de la quantité de peau qui est exposée au soleil. Est-ce qu'on est en camisole? Est-ce qu'on est en manche longue? Est-ce qu'on est au plein milieu de l'après-midi où le soleil est directement au-dessus de notre tête ou est-ce qu'on est à l'ombre un petit peu? Donc, il n'y a pas de recommandations précises par rapport à l'exposition au soleil. Bien entendu, je vais me lancer dans la dermatologie en vous recommandant de vous mettre de la crème solaire. Mais il faut aussi s'assurer, c'est vraiment plus le supplément qu'on peut contrôler à ce moment-là avec un 800 à 1000 unités internationales par jour, qui sont des doses très accessibles qu'on retrouve en pharmacie de façon très facile. Bon, D'accord. c'est très bien. Alors, je vais laisser Liane Oui, conclure. bon, merci beaucoup, hein, Charles, Guillaume, Jasmine. C'était une présentation avec beaucoup de contenu. Et alors, félicitations, c'était vraiment, vous avez quasiment tout couvert. Alors, je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, comme je vous dis, on va vous envoyer un questionnaire. Les membres qui sont là présentement, on va vous envoyer un questionnaire pour connaître le taux de satisfaction et les sujets que vous aimeriez qu'on organise pour les prochaines visioconférences. Lynn, j'aimerais ça que tu invites les membres sur les prochaines visioconférences. On en a une le 13 mai sur la glycémie. C'est une coach en santé alimentaire, mais si tu veux parler de l'étude qu'il va avoir aussi, Eh bien, Lucilab, vous allez voir, on va envoyer un message blast probablement directement à propos de celui-là. Puis ça va être aussi dans l'infolette qui va sortir la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine. C'est une étude, on s'est fait proposer une visioconférence par rapport un peu similaire ici, dans le sens que c'est sur la santé. Mais c'est annexé à une plateforme qui s'appelle Lucie. Et les kinésiologues en question mènent cette étude-là. Ils veulent avoir des commentaires, des résultats, à savoir si cette plateforme-là, Lucie, est bonne, est bénéfique, est utile. Alors, portez attention dans nos ouais. communications et vous allez avoir Oui, les alors informations. merci. Oui, c'est beau, Lynn, parce que merci, parce que c'est une belle initiative. Fait qu'on invite les membres à participer à ça, qui va être le 21 mai, c'est ça, le 21 mai, Lynn? OK. Oui, Fait qu'on a deux. On a le 13 mai, le 21 mai. On vous invite à vraiment là, à participer et puis vous allez recevoir une infolette à ce sujet. Donc, on vous laisse ainsi. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié. Encore merci Charles, Guillaume et Jasmine. C'est extraordinaire. Bon travail. Et puis, on va continuer à faire beaucoup d'exercices. Faire attention à la santé, c'est important. oui. On va faire attention au soleil. C'est aussi chapeau, lunettes, hein, Jasmine. Pas juste la crème. Crème solaire, oui. Oui, crème solaire, lunettes, chapeau. On fait attention au soleil cet été. D'accord. Alors, je vous dis au revoir. Merci encore. Merci Et Lynn. Merci tout le monde qui sont. Merci, merci, D'accord. Liane, merci tout pour le monde cette pour votre dernière écoute. Oui, visioconférence. Tu as c'est bien ma amené ça comme dernière. d'habitude. Oui, oui. Va nous manquer. OK. Et bonne chance à D'accord. Sylvie dans son Merci Lynn. véhicule. C'est Au gentil de dire revoir. ça. C'est gentil. Bye. Au revoir tout le monde. Merci, bye bye. Merci beaucoup.